Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la RTS2. Chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Carrefour des Arts et merci de votre fidélité. Ce soir, nous venons pour un nouveau numéro. Et oui, tous les mois, vous avez un numéro de Carrefour des Arts à ne pas rater. Dans votre émission, plusieurs plateaux se regroupent. Nous parlerons de littérature avec Abdourahmane, nous parlerons d'art et de culture avec Maïmouna, nous parlerons également de mode et de stylisme avec Fatma. Mais dans votre émission Carrefour des Arts, comme le nom l'indique, nous avons de la musique. Un artiste nous accompagne tout au long de notre émission et nous avons l'invité du mois. Et tout de suite, dans un petit moment, vous saurez qui est avec nous pour Carrefour des Arts de ce mois. Le plateau littérature, comme annoncé tout à l'heure, c'est avec Abdourahmane qui est avec son invité Mag Maguette Diop. C'est un cinéaste qui représente les cinéastes. Vous en saurez plus tout à l'heure. La mode et le stylisme, c'est avec Fatma. Fatma qui présente le plateau mode et stylisme qui nous parlera de tenues fait extraordinairement. Vous en découvrirez tout à l'heure avec bien sûr le défilé pendant notre émission. Art et culture, notre fidèle Maïmouna est là avec son invité également qui va nous parler de fonderie. Si vous ne connaissez pas encore le mot, moi non plus, ben écoutez, on le saura, on saura ce que c'est que la fonderie. Notre invité du mois s'appelle Aïssatou Diop. Alors, Aïssatou Diop est une médiatrice culturelle. Nous aurons beaucoup de questions pour elle tout à l'heure. Ce sera pendant votre émission Carrefour des Arts et justement, pendant tout le temps que vous serez avec nous, vous pourrez écouter Mamie Cruz. Si vous ne la connaissez pas encore, sachez juste qu'elle a 24 ans, elle est très jeune, mais elle est très forte. Bienvenue dans Carrefour des Arts, à tout de suite. Merci à tous de votre fidélité, vous êtes sur la RTS2. Nous démarrons tout de suite pour Carrefour des Arts, mais tout d'abord, je vais dire bonjour à nos chers invités que Maïmouna, Abdourahmane et Fatma vont introduire. Tout d'abord, je dis bonjour à Aïssatou. Bonjour Karine. Comment ça va? Je vais bien. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. C'est un plaisir. Pour cette émission, le plaisir est partagé. En tout cas, on aura beaucoup de choses à développer. Je rappelle qu'elle est médiatrice culturelle et j'ai bien envie de découvrir ce que c'est exactement. Tu vas en découvrir beaucoup de choses. D'accord, merci beaucoup. Alors Maïmouna, bonsoir. Bonsoir Karine. Comment ça va? Très bien Karine. Qu'est-ce qu'on nous apporte aujourd'hui? Alors Karine, ce soir nous avons le plaisir de vous présenter un héritier de Cheikh Mahon Diop. Cheikh Mahon Diop, quand on parle de lui, quand on évoque son nom, c'est pour parler de la fonderie d'art. Fonderie d'art. Fonderie d'art, ou autrement, on peut dire également de la sculpture sur bronze, fait avec de la cire perdue. Je pense que nous aurons l'occasion d'entrer en détail dans ce savoir-faire artisanal au cours de l'émission. Ce sera avec un grand plaisir, Maïmouna. Nous parlons de littérature Abdourahmane, qui nous ramène Mag Maguette Diop. Abdourahmane, bonsoir. Bonsoir Karine. Aujourd'hui, donc, nous recevons un grand monsieur du cinéma sénégalais africain, Mag Maguette Diop, qui est l'auteur d'une demi-douzaine de films déjà, et qui aujourd'hui, tout à l'heure même, on a parlé d'héritage, mais qui aujourd'hui aussi a choisi de questionner un héritage, c'est celui d'un des pionniers du cinéma africain et sénégalais, en l'occurrence Sembène Ousmane, que l'on ne présente plus. Alors si l'héritage de l'autre côté a été bien assumé, ici l'héritage s'écrit avec un gros point d'interrogation et qui est un peu parfois inquiétant. Donc, vous aurez compris que M. Diop, donc notre invité, s'interroge à travers le personnage de Sembène Ousmane sur le cinéma sénégalais. Qu'est-il devenu et surtout qu'est-ce qu'il va devenir dans les années à venir? J'espère qu'on aura l'occasion de nous en parler un peu plus. Oui, j'espère que justement on aura les réponses aux questions. En tout cas, bienvenue. J'espère, merci. Fatma, bonsoir. Bonsoir Karine. Bien habillée. Merci. C'est l'œuvre de mon invité. Il s'agit de Abdou Salam Ndiaye. Et j'ai le plaisir de l'avoir comme invité aujourd'hui dans ce numéro mensuel de Carrefour des Arts. Tout à l'heure, on pourra voir d'autres tenues de ton invité. Oui.
Alors, c'est avec un grand plaisir aussi qu'on accueille Abdou Salam et les mannequins qui vont passer tout à l'heure. Oui. Eh bien oui, mesdames, messieurs, parce que Carrefour des Arts, c'est aussi des performances, comme on en verra tout à l'heure avec l'invité de Maïmouna, Mahon. C'est aussi un défilé, ben oui, sans plus tarder. Notre introduction, c'est avec Aïssatou. Alors Aïssatou, médiatrice culturelle, ça veut dire quoi? En fait, médiatrice culturelle, c'est un métier parmi tant d'autres dans les arts et les cultures qui crée une relation entre le public et l'œuvre, le public et l'artiste. C'est un métier très sensible parce qu'il faut avoir de l'attention par rapport à l'œuvre, par rapport à l'artiste et par rapport au public. Ces intervenants, tous ces démembrements de l'art, parce que considérant que le public aussi est aussi important que l'artiste, aussi important que l'œuvre, essayer de créer un lien entre tout ça. D'accord. C'est difficile de faire ce métier ici au Sénégal? C'est un peu difficile de pratiquer l'art déjà au Sénégal, à cause des stéréotypes rattachés à ce métier. En plus d'être artiste, c'est aussi difficile d'être médiatrice culturelle, par exemple, parce qu'on ne connaît pas vraiment le métier. Et il y a pas Youssoufa, l'artiste français, qui dit que c'est un métier vide, lui qui est médiateur culturel en France et qui subit vraiment tout ça, toute cette pression dans l'art qui est difficile. Parce que quand on pratique un métier des arts et de la culture, c'est difficile de faire comprendre aux gens que l'art, c'est pas justement du loisir ou autre chose, c'est plus que ça, c'est une expression. Oui, il faut faire comprendre aux gens. D'accord. Alors Aïssatou, tout au long de cette émission, vous allez devoir intervenir parce qu'on va parler, comme vous avez vu, de fonderie d'art. Avec Maïmouna, nous allons parler de littérature avec le livre qu'on avait depuis tout à l'heure de Maguette Diop. On parlera de stylisme, on parlera aussi de musique. Vous avez vu devant nous, on a une musicienne, une artiste qui est assise avec sa guitare. Vous allez devoir intervenir aussi côté musique. Justement, ça va me permettre de dire bonsoir à notre invitée, l'artiste musicienne qui va nous accompagner pendant toute l'émission. Mami Cruz, elle s'appelle. Bonsoir Mami Cruz. Oui, ça va, alhamdoulilah. J'ai 26 ans. 26 ans? Oui. Ah, je vous en ai enlevé 2. J'ai 26 ans maintenant. Vous paraissez jeune, vous ne faites pas votre âge, donc c'est tant mieux. Ouais. C'est tant mieux. Vous êtes artiste, compositeur, chanteuse, c'est ça? Oui. Et guitariste, c'est comme ça qu'on vous présente ou vous avez envie qu'on vous présente autrement? Non, c'est ça. C'est bien ça? Oui, c'est ça. D'accord. Vous faites du pop, du soul? Je dirais que je fais de la variété, parce que je ne me focalise pas sur un style musical quand même. Merci beaucoup. Et Maïmouna, la fonderie d'art. Alors, je vois plein de choses sur la table. Je ne sais même pas comment décrire ce matériel, mais je vais te laisser le faire. C'est toi la spécialiste. C'est ce qui fait le charme de ce plateau art et culture. Donc l'idée, c'est d'amener l'artiste à faire une performance tout au long de l'émission. D'accord. Et dans cette performance, nous en profitons également pour découvrir en quelque sorte ou bien en miniature ce qui compose l'atelier de l'artiste. Alors Mahon, avant de nous présenter un peu les outils que vous utilisez pour faire cet art, je le disais tout à l'heure, nous allons introduire en parlant de ce métier, de ce savoir-faire artisanal, je le disais tantôt, la fonderie d'art ou bien la sculpture sur bronze. Pour commencer, déjà, Cheikh Mahon Diop, quand on parle de lui, donc on le considère comme le pionnier de ce savoir-faire ici au Sénégal. Avant tout, je vais me présenter comme je porte le nom de Cheikh Mahon Diop. Mon nom c'est Mahon Issa Diop. Je porte le nom de mon grand-père et mon père. C'est Cheikh Mahon Diop lui-même qui a mené la sculpture à la cire perdue au Sénégal vers les années 1968. Et c'est cette année même que mon père a commencé à faire de la sculpture. Bon, en parlant de fonderie d'art ici au Sénégal, le premier homme qui a fait de la sculpture ici d'art, qui a légué cet héritage à ses fils,
je suis né et je suis grandi dans une famille sculpteur. Et que bon, et voilà, me voici continuer de faire de la sculpture. Le flambeau, comme on dit. Essayer de porter le flambeau parce que c'est très difficile de faire la sculpture parce que la sculpture consiste à des années d'apprentissage. Présentez-nous d'abord les outils que vous utilisez. Quels sont les outils qui sont indispensables vraiment pour faire une sculpture en bronze? Pour faire une sculpture en bronze, il vous faut la matière première. La matière première, ça commence avec la cire. Il vous faut la cire d'abeille. Parce qu'il y a certains artistes qui utilisent la cire industrielle, mais la cire d'abeille, c'est beaucoup plus malléable et ça répond à toutes les exigences de l'œuvre d'art que l'artiste veut faire. Bon, nous, on emploie la cire d'abeille et une plaque pour chauffer la cire parce que pour faire une sculpture, il faut d'abord chauffer la cire jusqu'à qu'elle atteigne l'étape où la cire devient molle, plus malléable, comme je dis, plus malléable pour commencer la sculpture. Karine, je pense que c'est déjà introduit. Ce que nous allons faire, c'est le laisser démarrer. Donc, vous nous proposez ce soir quoi exactement? Je vais proposer ce soir une sculpture que je tiens beaucoup à faire, qui vous parle de l'éducation des enfants. C'est une chose qui m'a marqué sur cette sculpture parce que souvent tu passes dans la rue, tu vois les jeunes faire de la mendicité. Et nous, nos enfants, ils vont à l'école. Eux, je ne sais pas qu'est-ce qui a fait à ses parents de laisser leurs enfants se tomber derrière des mains, je ne vais pas dire des maîtres, mais des fainéants qui ne veulent pas travailler, qui exploitent tous ces enfants à faire de la mendicité dans les rues. C'est pour ça que je veux faire, pas un hommage, mais faire une plaidoyer pour ces enfants. Parce que chaque enfant a droit à l'éducation. Et je suis tout à fait d'accord. Alors, nous allons l'inviter à commencer son travail, le temps de revenir, voilà, et de voir également ce qui se déroule ou bien ce qui va se dérouler sur les autres plateaux, Karine. Oui, merci Maïmouna. On revient effectivement sur le plateau art et culture dans un petit moment. Abdourahmane. Abdourahmane, tu nous ramènes un livre que j'ai, Cinéma sénégalais de Mag Maguette Diop, que tu as à côté de toi. Oui, alors comme vous l'avez si bien dit, le titre c'est Cinéma sénégalais. Il ne faut surtout pas oublier le gros point d'interrogation, qui l'accompagne sous forme de pellicule aussi. Alors, il y a un peu de nostalgie, il y a un peu de mémoire, il y a un peu d'héritage, on l'a dit. Alors, c'est j'allais dire c'est un film, mais ce n'est pas un film. Nous avons un réalisateur qui nous a fait un livre. Alors, donc ce point d'interrogation, qu'est-ce qu'il traduit malgré un peu, j'allais dire que le livre vient un peu semer le doute dans l'esprit des cinéastes et des cinéphiles au moment où le cinéma sénégalais retrouve une certaine période de gloire ou de gloriole marquée par deux trophées de Yenenga au FESPACO en 2015 et en 2017. Voici qu'un livre sort et s'interroge sur avons-nous réellement un cinéma? Qu'avons-nous fait de l'héritage des pionniers du cinéma sénégalais, notamment le grand Ousmane Sembène qu'on nommait l'aîné des anciens. Alors, il est venu au cinéma presque la quarantaine. Avant Ousmane Sembène, on le connaissait comme romancier de talent, nouvelliste, etc. Et qui a choisi l'art, surtout le cinéma, l'image pour s'exprimer par rapport à son peuple. Et M. Maguette Diop a fait un peu le chemin inverse. Il a commencé par le cinéma avant d'arriver au livre. Alors ce livre, il sonne comme un témoignage, en tout cas un bilan d'étape, au moment où aussi lui, il entre dans le troisième âge. Alors c'est pourquoi la question principale que je vais lui poser, ce livre, vous l'avez écrit pourquoi? C'est un legs à vous aussi,
c'est par devoir de mémoire ou surtout en tant que témoin? Ou tout à la fois, peut-être? Merci, M. Meng. Merci, Karine. Merci de votre invitation. Mais une parenthèse d'abord. Parce que puisqu'on parle de cinéma, je vais rendre hommage à tous ces techniciens qui sont là, derrière ces images. Tout à l'heure, j'ai vu défiler une 50aine de personnes qui constituent le corps professionnel du cinéma sénégalais. Et ce sont les corps de métier du cinéma. Je le dis là parce que je fais partie d'une commission des métiers du cinéma. Et avoir ces corps de métier, travailler dans l'harmonie et les difficultés, hommage à l'électricien, au câbleur, aux éclairagistes, que l'on ne voit pas sur ce plateau-là. Et aux autres qui sont sur le parking avec leurs camions, qui sont là, qui nous regardent à travers leur régie. Bravo aux régisseurs de ce plateau et aux réalisateurs. Maintenant, j'ai pris la décision de faire l'écriture après avoir fait du cinéma. Parce que je voulais, par devoir de mémoire, quand même laisser à la postérité quelque chose pour nos enfants. J'ai cheminé avec les pionniers du cinéma comme Semben et autres, toutes les générations de ce cinéma-là. Et c'était mon devoir, après une interrogation dans les années 2000 sur les crises que nous avons traversées, de mettre sur papier tout ce qu'ils ont fait. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Nous sommes dans des ères où notre histoire, c'est nous qui devons la écrire. C'est notre devoir d'écrire notre histoire. Donc j'avais l'opportunité de raconter le cinéma sénégalais jusqu'à nos jours, et à travers un pionnier du cinéma qui est Semben Ousmane, qui nous a motivés pour faire ce cinéma, nous tous. Donc à travers lui, je veux faire l'économie du cinéma sénégalais de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. C'est comme un dictionnaire du cinéma sénégalais où l'on retrouve les hommes et les répertoires des hommes et leur filmographie aussi sur le cinéma sénégalais. On commence à comprendre un peu pourquoi il y a ce point d'interrogation, mais on n'a pas encore la réponse, hein, Abdourahmane. Oui, oui, mais il y a de quoi s'interroger, parce que quand on fait l'économie de cinéastes sénégalais, qui dans la première génération des années 60 étaient que 6 réalisateurs. D'accord, d'accord. Okay. Et la deuxième génération qui a suivi les Johnson Traoré et les Ababakar Samb, tant d'autres jusqu'à Safi Faye, c'est la deuxième génération, ils étaient 7. Vous faites partie de quelle génération? La troisième. La troisième. On était 20. Alors, on est 20. On est 20, malheureusement, il y en a qui nous ont quittés, mais on était 20. Donc, jusqu'en 2000, la troisième génération s'est arrêtée en 2000. Il n'y avait eu que 33 cinéastes sénégalais. Alors, permettez-nous juste de revenir sur ça pour faire un développement, parce que, comme j'ai dit, Carrefour des Arts, c'est pour nous permettre à tous les téléspectateurs qui nous regardent de découvrir, de savoir, voilà. Et tout ça, on va le développer dans un petit moment. On va revenir, Abdourahmane, avec ton invité. Hein, si tu le permets, je fais un petit tour sur un autre plateau, cette fois-ci celui de la mode et du stylisme. Fatma. Oui, Karine. Alors, c'est Abdou Salam, c'est ça? Oui, c'est bien, voilà, Abdou Salam Ndiaye. Qui nous a fait, qui vous a fait, parce que nous, on n'en fait pas partie, des tenues très jolies. Merci. C'est la jalousie qui parle un peu, mais ce sont de très belles tenues. Hein, je n'y connais rien, donc je vais te laisser introduire ton invité qui va nous expliquer. D'accord. Donc, Abdou Salam, déjà, bonsoir. Bonsoir Fatma. Merci, bienvenue sur ce plateau de Carrefour des Arts. Merci à vous, pareil. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais savoir, Abdou Salam, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la mode? Moi, j'ai rencontré les boîtes de nuit. Et mon père n'a jamais voulu que je travaille dans la nuit. Et donc, tous les jours, il me dit, Abdou Salam, arrête de travailler dans la nuit, c'est haram, c'est haram. J'ai dit, attends, c'est mon destin, Inch'Allah, je vais me lancer dans quelque chose, Inch'Allah. Et là, un de mes amis, un frère, qui est un DGA d'une société de la place,
Donc, il m'a dit, Abdou Salam, quand j'ai arrêté au casino, il m'a dit, on m'a payé. Donc, il m'a dit, Abdou Salam, lance-toi dans la mode. Tu t'habilles très bien, tu aimes ça. Donc, si tu vas te lancer très bien. Donc, je me suis lancé il y a 4 ans. J'ai arrêté la nuit. Donc, je me suis lancé dans la couture, étant comme conseiller au début. Donc, j'ai créé ma marque qui s'appelle Salam Dandy. Salam Dandy. Dandy. Ouais, un dandy. Donc, j'aime m'habiller et je me suis lancé il y a 4 ans, maximum 5 ans. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la différence? Parce que je n'en vois pas. Qu'est-ce qui fait la différence entre ce que vous faites au Sénégal et ce qui se fait à l'étranger, de telle sorte que eux, ils arrivent à vendre très cher leurs créations, à bien les valoriser, alors que vous, on a toujours du mal à vendre certaines tenues confectionnées au Sénégal, en Afrique, à un certain prix. Au Sénégal, donc, ce que je porte ou ce que je t'ai porté, donc le Sénégalais, il y en a tellement de tailleurs, tout le monde est tailleur maintenant, tout le monde est styliste, tout le monde est directeur général, Dakar, le Sénégal, ça va comme ça. Donc tout le monde s'est lancé dans la mode. Dans ton quartier, tu peux trouver 10 tailleurs sur le même alignement. Et donc, tu vois, tu vends à 50 000, lui vend à 20 000, et ça dépend de tes clients. Donc, moi, je me lance toujours dans le hauteur, donc je ne me baisse jamais. Donc, j'ai rejeté des clients comme ça, parce que je me dis, ce que je fais, donc tu me dis, le tissu, je l'ai acheté à 5 000, 10 000, je te dis, ça, ce n'est pas un problème. Mais moi, je te le mets en valeur. Donc, moi, c'est moi-même qui est mon mannequin. Donc, personne ne m'habille, non. Parce que je me mets en valeur mes habits. Donc, il y a plusieurs télés qui m'ont appelé pour que je les habille. J'ai dit, OK. Donc, je ne me lance jamais parce que je me mets en valeur mon propre business. D'accord. Parce que j'adore l'habillement. Ben, ça se voit, hein? Alors, ça se voit qu'il aime ça. Il y a un problème c'est un passionné. Les cordonniers sont toujours les plus mal sauchés. Les plus mal... Apparemment, ce n'est pas le cas. C'est l'exception qui confirme la règle. D'ailleurs, Salam, on va lui demander plus tard dans l'émission, Karine, de nous donner des conseils en habillement par rapport à la mode, à la tendance, les couleurs tendances, comment il faut s'habiller, comment il faut bien porter un costume. Parce qu'il faut dire que lui, il fait du sur-mesure. Et contrairement... Enfin, le stylisme au Sénégal, il y a beaucoup de choses à dire. Parce que contrairement à d'autres pays, le sur-mesure est plus cher. Oui. Ailleurs, le sur-mesure est plus cher. Alors qu'ici, le sur-mesure est moins cher. On préfère que le prêt-à-porter. Aller acheter des prêt-à-porter plutôt que d'aller se rendre chez un styliste et lui demander de nous confectionner des tenues. Oui, je dis bien chez un styliste, mais pas chez un tailleur. C'est vrai. C'est différent. C'est vrai. Et c'est ce qui va me permettre de faire un link justement avec Aïssatou, qui est là pour intervenir un peu sur tous les sujets, les plateaux qui sont là. Aïssatou, ce qu'on dit de la mode, on peut le dire aussi enfin, la mode est un art, mais de l'art en général. Parce que ce qu'on dit, parce que je ne suis pas artiste, mais d'après ce qu'on dit, les artistes ont du mal à vivre de leur métier. Pourquoi? C'est parce que les Sénégalais n'en connaissent pas la valeur ou il y a encore du travail à faire autour de ça en matière de communication, marketing? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui empêche l'art sénégalais de s'envoler et de pouvoir se vendre, que ce soit ici ou ailleurs, au juste prix? Je crois que c'est plutôt une question d'éducation d'abord, d'éducation artistique. Parce que nous, on n'a pas, la plupart d'entre nous n'ont pas reçu cette éducation artistique d'aller, par exemple, visiter une expo à bas âge. À l'école, tout ce qu'on avait l'habitude de faire à l'école primaire, c'est de nous amener soit à Gorée, soit quelque part, juste pour faire un coup d'œil à une expo qu'on ne comprend jamais. Et on grandit comme ça, avec l'âge, on ne prête plus attention à l'art. Et puis, sinon... Il y a beaucoup de paramètres aussi qui font que l'art ne marchait pas, parce que ça marche maintenant, ça marche très bien. Ça marche? Oui. On a des chiffres qui peuvent je ne vais pas parler de chiffres, mais de production de connaissances autour de l'art en Afrique. D'accord. Parce que ici, on considère l'art comme quelque chose pour décorer nos chambres ou nos salons ou nos patios, alors que ça va au-delà de ça. Nos artistes produisent de la connaissance en faisant leurs œuvres. Par exemple, lui, tout à l'heure, Mahon, il a parlé
l'éducation, une politique d'éducation au Sénégal. Donc son œuvre est en train de parler de quelque chose de très important. Et quand on s'approprie une œuvre, on va acheter une œuvre, on l'achète parce que cette œuvre nous parle. Donc on n'avait pas cette culture, mais en ce moment, on a cette culture avec nos directeurs artistiques et commissaires d'exposition qui font un beau travail en nous amenant vers l'œuvre, en nous faisant comprendre avec leur texte et tout ce qui va avec les critiques que cette œuvre est importante, qu'on doit se l'approprier. Et c'est en train de vivre en ce moment parce que les gens comprennent, surtout avec le digital, beaucoup de choses par rapport au développement de l'art au Sénégal. On reviendra sur le digital parce que vous êtes très active sur les réseaux sociaux. On en reparlera. J'aimerais savoir en fait aujourd'hui, est-ce que vous avez une solution ou quelques solutions que vous préconisez pour justement intégrer l'art ou la culture dès le bas âge? Parce que bon, on a fait de la musique, on a fait du dessin à l'école. Vous avez parlé de dessin et non d'éducation artistique. Justement, c'est ce que je voulais dire. Alors, est-ce que ça, c'est de l'art et de la culture ou alors il faut créer justement d'autres matières qui vont permettre aux enfants de s'intégrer très tôt dans l'art? Il y a deux solutions. La première, c'est de faire comprendre aux enseignants d'abord que l'éducation artistique, ce n'est pas seulement le dessin ou la musique, nous faire une définition toute simple du dessin, de la musique et puis s'en passer. C'est au-delà. Donc, proposer par exemple une éducation alternative à ça, en plus des cours que l'on donne au primaire, au collège, permettre à l'élève ou à l'étudiant de s'exprimer en classe. Ne pas lui donner des définitions qu'il va réciter toute sa vie. Mais je trouve qu'il y a de plus en plus des écoles qui s'activent dans ça, qui invitent pas des enseignants qui sont partis étudier et venir répéter, mais des artistes pratiquants, comme par exemple Mahon, comme par exemple le styliste, qui vient avec son expérience parler de son travail. Et c'est plus facile de faire passer cette connaissance que de venir parler de concepts que l'on ne comprendra jamais. Oui, je comprends parfaitement. Et ça, Mamie Cruz, voilà, pour ceux qui nous rejoignent, je rappelle juste que c'est Carrefour des Arts et nous parlons art et culture, nous parlons de littérature, nous parlons de mode et de stylisme, mais aussi de musique. Mamie Cruz, Aïssatou vient de dire justement que les acteurs des arts doivent aller parler de ce qu'ils font. Est-ce qu'il vous est arrivé de parler de votre métier devant des gens qui ne s'y connaissent pas du tout ou qui ont envie d'apprendre la musique? Est-ce que c'est déjà arrivé? Bien sûr, parce que souvent, il y a des gens qui m'interpellent pour me dire qu'ils ont envie de faire la musique, mais... Ouais, ils ont envie de faire de la musique, mais ils n'ont pas de belle voix ou quelque chose comme ça. Mais je leur dis toujours que parfois il y a des gens qui ont la foi de faire quelque chose. Donc si par exemple Douta Seck, ils sont là juste pour nous apprendre à faire de la musique, jouer à la guitare et apprendre à faire du solfège et tout. Donc il y en a qui ont envie de faire ça et moi je leur dis d'aller vers Douta Seck ou apprendre, comme moi j'ai appris à jouer à la guitare sur YouTube. Donc il suffit juste d'y mettre la foi pour y arriver. Mais si je vous appelle demain pour parler de musique à des enfants, est-ce que vous êtes prête à le faire? Bien sûr que si. C'est sûr? Il y a des témoins, hein? Oui. Et je vais vous appeler pour ça. Inch'Allah. D'accord. Alors, vous avez appris toute seule à faire de la guitare, à part les tutos que vous avez vus sur le net. Ouais. C'était difficile? C'était un peu difficile. La première fois, j'ai demandé à un de mes frères de me donner des cours de guitare. Il m'a donné juste une feuille. Il a dessiné la manche de la guitare. Il m'a dit, voici Do, La, Fa, Sol. Il faut faire des exercices pour y arriver. Et maintenant, moi, je me suis dit, peut-être qu'il n'avait pas beaucoup de temps, mais quand même, il m'a montré la route. Donc, je suis allée sur YouTube pour m'améliorer. D'accord. Ouais. Alors, quel est le premier morceau qu'on va entendre ce soir de Mamie Cruz? Le morceau s'appelle Ngamay Khol. Ça parle de l'amitié. Damay Khol. Ngamay Khol. Ngamay Khol. Ngamay Khol, ça parle de l'amitié, quoi.
D'accord. Oui. Alors, on est tous amis, on vous écoute, on vous regarde. Yow nga may xool di ma xool te xaw ma li ngay xool man ma lay xool di la xool ba réer ci sa biir xool yow nga may xool di ma xool te xaw ma li ngay xool man ma lay xool di la xool ba réer ci sa biir xool aduna bi dara la lu ko lu dul fenante dafa war a neex su jeexee nga wari fenende li la gën a neex te nga bëgg ko dina la jaralu xeex dagg sama xol sànni ma fële daa di ànd ak ànd bu yàgg dëgg la day sax si biir xol man li may ñaan de bëgg naa xarit nga des ci sama biir xol. De nos jours, y a plus d'amis, même au sein de ta famille. Y en a qui ne te kiffent pas, et celui-là te sourit derrière ce beau sourire, se cache ce qu'il ne te dit pas. Young mi khol, di ma khol, te khol ma lingi khol, min ma li khol, di la khol, berer ci sa bir khol. Je sais qu'en général, la voix, c'est un don, mais vous avez fait quelque chose pour avoir une voix aussi grave? C'est naturel en moi. Hein. Même quand je parle, j'ai une voix grave. D'accord. En tout cas, c'est très beau. Merci. On écoutait Ngamay Khol, c'est ça, qui parle de l'amitié. Mais s'il vous plaît, n'arrêtez pas, continuez à jouer avec la guitare parce que même quand on discute, on a envie d'entendre le son de la guitare. Et vous jouez parfaitement bien. Merci. En tout cas, bravo à votre frère. Merci. Alors, on va revenir un peu sur les différents plateaux de Carrefour des Arts. Alors, Aïssatou, attention, il y a la mode et le stylisme qui va nous gratifier de belles images, hein, n'est-ce pas Fatma? Puis je vais faire comme d'habitude, donc il y a un défilé, il y a Salam qui va nous présenter un défilé de modèles, juste pour nous donner un peu une idée de la mode, de tout ce qui est tendance, et de ce qu'on peut faire aussi ici au Sénégal en haute couture. Pendant que nous allons regarder ces tenues, bien sûr, il va nous expliquer ce qu'il a fait, avec quoi c'est fait, comment il l'a fait. Et comment... J'espère que je pourrai comprendre. Je suis encore jalouse, désolée, parce que vous êtes très bien habillés. Et nous, on n'est pas habillés Salam. Non, tu passes à l'atelier, Inch'Allah, je t'offre une tenue, Inch'Allah. D'accord, alors... D'accord. Alors, elles vont arriver. Elles sont habillées avec quel genre de tissu? Enfin, ils sont habillés parce qu'il y a... Il y a un monsieur. Alors, Fatma, en général, tu nous gratifies d'un beau paysage avec des tenues. Oui. C'est pareil pour aujourd'hui, apparemment. Bien sûr, je n'ai pas dérogé à la règle et c'est Salam qui nous présente ses modèles, les modèles, ses créations, des créations qu'il a faites avec des tissus africains et qu'il compte d'ailleurs exporter à l'étranger parce qu'il prépare un défilé en Suisse pour vendre, pour faire du pour vendre le Made in Sénégal là-bas. D'accord. Et donc, Salam, on vous laisse un peu nous commenter les modèles. Qu'est-ce qui vous inspire? Si c'est vous qui les dessinez, qui les créez, comment vous... Non, je ne les dessine pas. Donc, moi, je fais comme en Europe. Donc, c'est ce qui est à la mode. On les fait en vax, de vendre notre tissu à l'extérieur. Parce que là, c'est ça qui est à la mode en ce moment, qui sont en vax. Il y a un nouveau film qui est sorti il n'y a pas longtemps, là. Qu'il y a Baba Mal même qui a chanté dedans. Il y a un mannequin, comment ça s'appelle? Black Panther. Les filles sont habillées en vax. Donc c'est ça qui est à la mode en ce moment, qu'ils soient aux États-Unis, partout en Europe. Mais nous, Sénégalais, on n'y croit pas, on est toujours en Chine, on achète des habits à 2 balles qu'on ne comprend pas. Yeah. Mais c'est vrai, c'est tissu, on l'a. Il faut qu'on comment on le dit, valoriser. De le valoriser, donc c'est à nous. Mais pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas commencer à valoriser ici avant d'aller à l'extérieur? J'ai commencé, c'est pour ça qu'on est en train de faire pour ici.
Donc, mais le Sénégalais ne suit pas. C'est-à-dire, après, ils vont casser le marché, tout le monde va faire la même chose. Donc, pourquoi pas aller à l'extérieur pour chercher même des parts. Parce que moi, mon rêve, c'est d'ouvrir une usine industrielle au Sénégal. Abdourahmane, tu t'habilles où? Enfin, moi, j'ai un tailleur. Tu te fais du sur-mesure? Ouais. Un tailleur sénégalais? Un tailleur sénégalais qui te fait des tenues? Qui me fait donc des tenues, qui me fait les costumes, etc. Et puis, voilà. C'est bien, félicitations. C'est ce que peut-être disait tout à l'heure Aïssatou, notre invité, c'est une question d'éducation. Et parfois aussi, c'est une question de goût. Et le goût du luxe aussi, ça s'apprend. Ou bien le goût de la chose bien faite aussi, ça devrait s'apprendre. Et ça devrait s'acquérir aussi par le biais de l'éducation. Et je pense aussi, les gens qui sont là, dans la médiation culturelle aussi, ont ce rôle, en plus des critiques, à nous faire connaître l'effort que font les travailleurs, les artistes, pour valoriser nos produits locaux. Et pour les faire apprécier aussi par le grand public. Moi, Salam Dani, comme on dit, j'ai fait pour Youssou Ndour, pour ce Bercy, j'ai habillé Wally Seck, j'ai habillé Daradi, Serigne Cheikh Saliou Mbacké, je l'ai habillé. Donc, j'ai habillé plusieurs personnes, qu'ils soient des marats, qu'ils soient des directeurs, donc entre guillemets. Donc, c'est-à-dire l'affaire, il faut y aimer l'habillement déjà. Il faut y connaître. Donc, tant que tu ne connais pas, tu préfères, c'est-à-dire le problème de... non, papa là, il s'habillait très bien. Non, c'est vrai. Moi, mon père, quand il s'habillait, je le regardais. Je volais les vestes de mon père pour sortir. Donc, alors, oui. Maïmouna, est-ce que tu es d'accord qu'aujourd'hui, notre génération ne sait pas s'habiller? Quel est le problème en fait? Moi, je pense, à mon humble avis, que c'est aux artisans de se faire connaître. Parce que quand on ne montre pas ce qu'on fait, on ne peut pas faire connaître son produit. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ce que dit Salam. En fait, je pense que le problème se trouve ailleurs. C'est une question d'éducation et de goût, comme le disait Abdourahmane tout à l'heure. Mais les Wolofs, en dicton, les gens ont l'habitude de dire « Diamone Jini ». Pis ak tissu gën a yomb si la solo gën a raflé. Mais c'est comme pour dire que au moment où les gens ont beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de moyens, beaucoup plus d'ouverture pour pouvoir vraiment s'éclater, se donner plaisir et s'habiller comme ils veulent, ils ont un problème pour le faire convenablement et comme il se devrait. Par rapport au défilé, par rapport au modèle qu'on a eu à voir, et ce qui m'a le plus marqué, c'est la manière avec laquelle il a su allier le métier de tailleur ou bien la coupe avec les nouvelles techniques et manières de tisser. Il a su allier les techniques modernes avec le tissu africain d'abord, mais en même temps, c'est des tenues qui peuvent partir partout. Vous pouvez les mettre pour aller en ville, tenues de ville, comme également vous pouvez les mettre pour aller à un rendez-vous entre amis, entre proches. C'est vrai. Je pense que l'espoir est permis. L'espoir est vraiment permis avec ce secteur de l'habillement, de la mode et couture. Voilà. D'accord. Maguette Diop, c'est vrai qu'on ne sait pas s'habiller? Félicitations d'abord. Moi, je pense que la chose la mieux consommée, c'est l'habillement. La première chose que l'on fait tous les matins, c'est s'habiller. Oui. On peut s'abstenir de manger même dans la journée, mais s'habiller, je pense que tout le monde le fait tous les jours. On s'habille. Donc, vous avez un marché où la création doit être facilitée à titre promotionnel même, parce que le fait d'être styliste, d'essayer de faire des recherches sur l'habillement, c'est à promouvoir. Moi, j'aime pas les laisser aller. J'aime l'innovation. Donc, quand vous avez un produit qui inonde notre marché, parce que c'est un produit consommable que nous consommons tous les jours, donc si vous êtes là à faire la promotion de ça, vous avez un grand marché. Donc, félicitations. Il y a la matière à faire. Mais M. Diop, vous êtes un dandy. Avouez-le. J'ai vu vos photos jeunes.
dans votre livre. Et je pense que voilà. J'ai toujours aimé m'habiller, évidemment. Bon, mais ce que je vous dis toujours encore, ce que je voulais le dire tout à l'heure, c'est quelque chose que l'on fait tous les matins devant la glace, c'est regarder son habillement, regarder son faciès, voir ce qui colle et ce qui ne colle pas. Donc, le tissu ou l'étoffe est une marchandise vraiment que nous consommons tous les jours. Et en plus de ça, les tissus, il y en a là au Sénégal. Voilà. C'est-à-dire, moi, tous les tissus, je l'achète ici. Qu'ils soient à Colobane, qu'ils soient dans les boutiques. Mais par contre, enfin, une partie des vendeurs de tissus ont la réputation de ne pas vendre de la qualité. C'est-à-dire, non, le problème, il y a deux. C'est-à-dire, il faut connaître l'habillement, déjà. Il faut connaître les bons tissus. Donc, tout le monde fait la même chose. Mais, entre guillemets, il y a une grande différence. D'accord. Ok. Il y a du super, tout le monde te dit Toyobo, Toyobo. C'est pas, moi, je ne le porte pas. Il y a certains tissus que je ne mets pas dans mon corps, donc je ne le vends pas à un client. D'accord. Donc, si tu l'amènes, je te le couds, mais moi, je ne l'achète pas. C'est-à-dire, il faut y connaître. L'habillement, c'est-à-dire, il faut venir avec. Alors Fatma, j'ai vu parmi les mannequins, il y en a qui ont porté à peu près le même style. J'aimerais bien savoir, c'est fait avec... C'est du lin, d'accord. Du lin Le lin léger, lourd... C'est du lin léger, parce que l'été arrive, donc c'est tendance d'été. D'accord. Donc c'est pour ça que je me suis mis en courte manche, parce que c'est l'été. Qui arrive. D'accord. Les couleurs fraîches. Et les couleurs qui vont avec. Suivant mon teint, vous me feriez quelle couleur Toi, tu vas avec tout. Hein. Ah bon? Voilà. Ça existe? Ah, le teint qui va avec toutes les couleurs? Mais le noir, une personne, surtout une dame noire, ce qui va, c'est du noir, du bleu et du blanc. D'accord. Noir. Ok. Ok. Même le rouge, ça sort. C'est-à-dire, c'est parce que vous êtes noir. D'accord. Et si c'était une européenne, par exemple? Tu vois, il y a des couleurs qui vont avec. D'accord. Qu'est-ce Mais je pense qu'il aurait beaucoup plus de problèmes avec la coupe, non? Quelle coupe? Abdourahmane, je censure. Je censure. Non. Je censure. Je vais te mettre bien. Inch'Allah, je vais t'offrir une belle tenue la semaine prochaine. Vous passez à mon atelier, Inch'Allah, tu l'auras en 48 heures. Le problème des tailleurs au Sénégal, c'est les rendez-vous. C'est vrai, c'est vrai. C'est les rendez-vous. Moi, un costume, je te le fais en une semaine. Je te dis l'heure où tu viens, samedi, je peux te livrer. Et c'est prêt. Et c'est prêt. D'accord. Et je confirme, parce qu'il faut dire que Salam a préparé le défilé que vous voyez là. Salam l'a préparé en moins de 10 jours. Il a fait faire toutes ces tenues juste pour couper, en moins je de 10 jours. l'ai fait en 3 jours, moi. Une quinzaine de tenues qu'on va voir pendant cette émission ont été faites en moins de 10 jours. 10 jours. On va retrouver Abdourahmane et son point d'interrogation. Oui. Je pense que ce point d'interrogation est aussi valable dans la mode. Finalement, je pense qu'à tous les niveaux de la culture au Sénégal, il y a un problème, il n'y a pas eu d'héritage. Oui, c'est vrai. Il y a peut-être un héritage qu'on n'a pas su assumer, qu'on n'a pas su valoriser, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut quitter le cap maintenant de l'artisanat pour, c'est-à-dire du simple tailleur qui est dans son atelier, qui fabrique et qui vend, mais pour aller dans le modèle de la création, du stylisme, etc. Et ça, c'est un marché qui a ses exigences en termes de rendez-vous, en termes de qualité, etc., en termes de fidélisation de la clientèle. Et ça, c'est un travail de formation aussi. Parce que le tailleur qui est dans son atelier, c'est valable pour le tailleur qui est dans son atelier, c'est valable pour le sculpteur qui est dans son atelier. Il doit être au courant des exigences de son environnement, du marché, pour pouvoir s'y adapter et survivre finalement. Autrement, il risque de péricliter, de périr, quoi. Ouais. D'accord. Alors, Aïssatou, au départ, on parlait justement du digital. Vous êtes très active dans les réseaux sociaux, vous publiez beaucoup, vous recherchez beaucoup d'informations. Est-ce que dans vos publications, vous intégrez ce genre d'art, c'est-à-dire le stylisme et la mode? Je parle beaucoup de l'origine des tissus. Comme ce tissu-là qu'on voit sur le mannequin. Que tout le monde
veut, que tout le monde veut porter. Moi, j'en porte, tout le monde en porte. Mais on se trompe souvent sur l'origine du wax, qui n'est pas d'origine africaine, qui est un tissu hollandais qu'on s'est approprié avec le temps, avec plusieurs circonstances, dont la colonisation. Et on oublie souvent d'autres tissus qui sont africains, comme le bogolan, comme le lépi qui vient des contrées peuls, comme par exemple, il y a un autre tissu très prisé chez les Burkinabés, j'ai oublié le nom. Oui, le sodonfa. Oui, le pain tissé. Vous en savez, hein? Oui, c'est tissu, le malikan par exemple, qui est un beau tissu qui peut substituer en lin. C'est le tissu basique venant du coton, que l'on fait venant du coton. C'est une matière première, si on veut. Non? Pas véritablement, parce que c'est le coton, la matière première. Oui. Mais après raffinage et tout ça, on a un tissu fini qui s'appelle le malikan, que nos mamans ont l'habitude de porter, parce qu'en plus d'avoir, très doux, qui peut remplacer le lin, par exemple le lin qui nous vient de l'Égypte, dit-on, qui peut être remplacé par le malikan, parce que c'est un tissu très très doux, surtout après plusieurs lavages. Mais pourquoi les femmes l'utilisent sous leurs habits, leurs tenues? Parce que le tissu a une autre signification très culturelle, très spéciale. C'est un tissu du patrimoine, de notre patrimoine. Donc il faut parfois, quand je fais des publications sur les tissus, sur la mode, sur le stylisme, parfois je parle de la mode en général. Je dis que si on est arrivé à, tout à l'heure même on l'a expliqué, à être entre l'enclume et le marteau pour s'habiller, c'est parce qu'on est devenu porte-manteau de la mode, effectivement. On ne s'habille plus parce qu'on veut porter ça, mais on suit trop la mode et finalement on se perd dans notre habillement. Pour revenir entre la mode et le stylisme, donc le stylisme, c'est ce qu'il nous faut. Il faut avoir du style pour porter ce que l'on veut. Tous les jours. On ne peut pas dire que voilà, j'ai vu une coach en stylisme ou en mode qui est venue me dire que ouais, le rouge te va bien et je vais porter du rouge, ou la jupe moulante te va bien, je vais porter ce que j'ai envie de porter. Parce que le wax c'est très beau, j'en porte. Mais je ne vais pas le porter parce que tout le monde en porte. Je vais le porter parce que j'ai envie de porter du wax. C'est important. Oui, c'est important. C'est important, je trouve. Alors, Mamie a un tout autre style. J'invite tout le temps les stylistes comme Salah à aussi faire de la recherche, intégrer la recherche dans leur travail et commencer à utiliser d'autres tissus qui nous viennent d'Afrique véritablement. D'accord, je pense qu'il a bien entendu. On va revenir tout de suite. En fait, je voulais juste parler de Mamie. Mamie qui a un style tout à fait différent de ce qu'on a vu passer tout de suite. Alors, Mamie, vous vous habillez sénégalais ou plutôt, disons, importé? Ça dépend. Parce qu'ici, on a l'habitude de porter des wax, c'est des boubous quand il y a des cérémonies comme les baptêmes et tout. Donc, à chaque cérémonie, je porte ce qui va avec. Ce qui va avec la cérémonie. Par exemple, je porte des robes importées ou locales. Vous mettez des pagnes? Oui. Ah bon? J'en ai beaucoup même. Ouais. Ah oui. Même les mousseaux et tout ça. Je l'ai vu en tenue Yaïfa avec un grand boubou. Ouais. D'accord. D'accord. Donc, j'avais un peu peur en fait que vous ne vous retrouviez pas dans le style de Salam, mais apparemment, vous pouvez vous entendre. J'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Ce qu'il fait? Ouais. Le style qu'il a, les modèles, les tissus. Modèles, ouais. C'est top, franchement. D'accord. Mais moi, je crois que Mamie aussi, elle a un rapport assez particulier avec la mode. Parce que moi, je dois avouer, quand j'ai vu ces photos sur le net, je pensais que c'était un mannequin. Est-ce qu'elle n'a pas taquiné? Elle a la carrure. Oui, c'est par rapport aux photos que j'ai fait. Ouais. Donc, du coup, souvent, on me dit de faire du top modèle ou quelque chose comme ça. Mais quand on est artiste, on peut faire tout en même temps. Être modèle. Donc, vous auriez pu défiler parfaitement aujourd'hui? Bien sûr que si. En tout cas, vous avez une belle carrure, c'est vrai. Merci. Donc, quand vous voyez ces mannequins défiler, quelle chanson vous vient à l'esprit? Quel morceau? J'ai fait une chanson qui s'appelle Jigen.
qui parlent de la femme. Et quand je les regarde, je vois ça. D'accord. Ouais. D'accord, sans oublier le monsieur. Le monsieur, oui. Mais quand même bon. Lui, c'est un frère. Et... Voilà. En tout cas, sa veste n'a rien à envier aux vestes importées. Tonton, il sait. Ouais. Donc, je l'amène très loin. Qui revient de loin, ouais. En tout cas, il est heureux là. Il nage dans le bonheur. Ah hein? non, c'est-à-dire... Il nage dans le bonheur. Je viens de le voir. Je sais, c'est un moussier. À dire, non. Ça, c'est quelqu'un. mon papa. C'est quelqu'un. Ouais. Donc, quand il a vu la veste croisée, il l'a amené très loin. Oui. Il faut y connaître. En tout cas, on reparlera de ça tout à l'heure, Salam. Merci pour cette première partie, hein, pour ces magnifiques modèles qui ont été présentés. Encore une fois, mais oui. Je voudrais insister sur ce que mademoiselle ou madame a dit. Aïssatou. Il faut faire des recherches sur notre passé culturel, parce que c'est important. Et aussi bien de s'inspirer de grand-père ou de papa ou de tonton qui est là sur leur habillement et l'améliorer et oser aussi. Oui. Oser l'améliorer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir l'hésitation. Je pense que le conseil est bien entendu. C'est bien entendu. Il faut oser. Et les couleurs et les goûts, ça ne se discute pas. Ah, c'est clair. Voilà. Ça, c'est prouvé, reprouvé. En tout cas, merci pour les conseils, Maguette Diop. On va revenir sur la mode tout à l'heure. Elle a pensé, Mamie Cruz a pensé à ce morceau intitulé Jigéen. Mesdames, Messieurs, si vous nous rejoignez, c'est l'émission Carrefour des Arts qui suit son cours. On parle d'art et de culture, on parle de littérature, on parle de mode. Si vous venez d'arriver, vous avez sûrement vu les mannequins défiler. Nous avons l'invité du mois et nous avons aussi de la musique avec Mamie Cruz qui justement va nous jouer le morceau Jigéen. Adama dafa weet tax ñu indi yawa pour mu wettali ko su jigéen amul woon kan moo wara wettali góor. Derrière chaque grand homme y a une grande dame. Derrière chaque grand homme y a sûrement une femme. Jigéen su baaxee lépp baax. Jigéen su bonee dara du baax. Gàcce ngalaama ñun jigéen ñoom moom bés bi tey. Bonne fête à toi. Bonne fête à toi. Bonne fête à toi. Jigéen a miis xolam, jigéen a miin tolam. Jigéen yërmande ngi jolli ci biir xolam. Yéen gi ci moom dafa diis waay, dafa diis waay, ma mën a weer waay. Jigéen a miis xolam, jigéen a miin tolam. Jigéen yërmande ngi jolli ci biir xolam. Yéen gi ci moom dafa diis waay, dafa diis waay, ma mën a weer waay. Jigéen yéen gi ci moom dafa diis waay, dafa diis waay, ma mën a weer waay. Et c'est des applaudissements bien mérités. Votre timbre de voix est mortel. Je pense que vous êtes... On va pas mourir ici. Non, que personne ne meure. Mais c'est très beau. Mamie Cruz, ne vous arrêtez pas. Continuez à nous gratifier avec les sons de la guitare. S'il vous plaît, continuez. Continuez. Alors, il y a une douce odeur qui arrive, c'est de la cire, hein, je pense. Mais elle est douce hein, par rapport aux odeurs qu'on a l'habitude d'entendre, Maïmouna. Mais où est-ce qu'on en est avec la performance? Karine, notre œuvre commence à prendre forme. Mais en ce qui concerne l'œuvre dont vous parlez tout à l'heure, c'est juste parce que c'est de la cire d'abeille
et qui parle des abeilles, c'est que ce sont les grands artisans, puisque nous parlons de ce qui est fait main. Donc, ce sont ces abeilles qui font du miel. Et le miel, bon, je laisse comme ça, tout le monde sait les vertus et surtout les bienfaits. Donc, Mahon, peut-être un mot par rapport aux sculptures, parce que je vois que c'est 2 sculptures. Voilà, alors où est-ce que vous en êtes? Ça commence à prendre forme, je le disais tantôt. 2 sculptures d'un enfant qui fait de la magnicité et un autre enfant qui est à côté qui lui montre un livre que je vais appeler Droit à l'éducation. Je disais tantôt que Cheikh Mahon est considéré comme le pionnier. Déjà en 1968, un demi-siècle, on pratique ce métier dans le Baol, précisément à Diourbel. Il est originaire de Diourbel. Ici à Dakar, dans vos ateliers, comment est-ce que vous arrivez à allier, à faire le mix entre les techniques ancestrales et les nouvelles techniques modernes de sculpture? Bon, on a un peu amélioré la technique ancestrale parce qu'auparavant, au temps de mon grand-père, il faisait des sculptures sans le noyau à l'intérieur. Ici, c'est des sculptures, le noyau existe, le noyau ici à l'intérieur. C'est ça qui va permettre d'avoir une sculpture en bronze léger. Mais auparavant, il n'y avait pas cette technique. Il faisait tout ça d'une manière brute. Donc, à mon temps de mon grand-père, c'est une sculpture qui va faire actuellement 4 kg de bronze. Au temps de mon grand-père, ça va faire 10 kg. Donc, on a un peu amélioré la technique aussi jusqu'à nos jours et on continue d'améliorer. Et pour ce qui est des figures, ce sont des images que vous créez au moment où vous faites l'œuvre ou bien c'est déjà défini, vous avez un dessin quelque part dans votre tête ou bien sur du papier? Moi, je préfère me lancer directement sur la cire. Je vais faire comme l'abeille parce que l'abeille suit son essaim. Moi, je suis mon essaim en tant que sculpteur. Pour vous parler de cette sculpture qui me tient beaucoup de parler de l'éducation des enfants. Ces enfants, ils ont droit à l'éducation. Ils ont droit d'aller à l'école, apprendre, que ce soit dans les écoles coraniques organisées, que ce soit dans les écoles françaises organisées, dans les écoles françaises. Donc c'est pour cela que j'ai pensé à faire une dénonciation par rapport à cet acte, à ces gens qui font de l'esclavage envers les enfants, et aussi interpeller sinon l'autorité. Karine, je pense que c'est tout à fait légitime de porter ce genre de plaidoyer, parce que quand on parle d'artistes également, ce sont des gens qui doivent être des artistes de leur temps, de leur époque. Et quand on dit un artiste de son époque ou bien de son temps, c'est vraiment un artiste engagé, qui est au centre des préoccupations de son peuple. Et là, je pense que c'est légitime de parler de l'éducation, de porter le combat contre la violence faite aux femmes, par exemple, de porter le combat contre le viol ou un autre sujet. Et en 1968, quand Cheikh Mahon peut-être faisait des sculptures en bronze, en nous montrant des guerriers ou bien en nous montrant des résistants, à cette époque, c'est ce qu'on pouvait montrer parce que c'était juste après les indépendances. C'était l'actualité. Mais aujourd'hui, il y a d'autres sujets d'actualité qui interpellent tout le monde et je pense que nous allons l'encourager à continuer à faire ce genre de plaidoyer. Moi, j'ai envie de justement mettre le doigt sur ce phénomène, si je peux l'appeler comme ça. Nous avons 2 sculptures et sur l'une des sculptures, on a un enfant avec un livre. Justement, littérature parlant. On a un livre qu'on est en train de nous présenter. Tout à l'heure, on saura avec Aïssatou ce qui est en train de se faire côté digital, côté réseaux sociaux, dans le domaine de la culture. Est-ce qu'il y a des choses qui se font pour aider, pour pousser les enfants à lire? Oui, il y a un artiste performant qui avait initié un festival qui s'appelle le Marathon de lecture, qui fait suivre sur les réseaux sociaux. Donc, il se déplace de quartier en quartier avec des enfants
Moi-même, j'ai eu à lire Jigéen Fayda de Cheikh Alioune Ndao. Et oui, et Excellence, son épouse aussi, pour les enfants, pour leur montrer, parce qu'il y a des parties de ses œuvres où il parle de sensibilité culturelle, de patrimoine culturel, quand il dit que les gens ont honte de manger du dahin devant leurs invités. Donc j'ai lu cette partie devant les enfants à qui j'ai demandé, préférez-vous du thiebou ñebbe ou du poulet rôti? Ils ont tous répondu poulet rôti. Oui, donc je pense que ça commence par là, faire accepter notre culture, nous approprier vraiment de tout ce qui appartient au Sénégal, à l'Afrique. Mais ça, c'est justement, est-ce que ce n'est pas les réseaux sociaux ou on va dire les nouvelles technologies qui jouent un peu le rôle, ce rôle un peu négatif qui nous enlève cette appartenance à l'Afrique, au Sénégal? Peut-être, c'est au-delà des réseaux sociaux, c'est plus large, c'est l'universel, c'est la mondialisation qui fait ça, que tout le monde est connecté de sorte que on est tellement, nos cultures sont tellement mélangées qu'on ne sait plus où mettre les pieds. Mais je crois qu'il y a de ces mouvements qui naissent à travers les réseaux sociaux et qui nous rappellent notre culture, notre patrimoine culturel. Et c'est très important de revenir sur ça. Donc, une initiative comme le marathon de lecture, c'est un artiste qui s'est levé, qui a dit il faut qu'on fasse quelque chose pour que les enfants commencent à lire nos œuvres, non seulement les œuvres au programme, mais les œuvres de nouveaux auteurs qui sont en train d'émerger. Pourquoi pas faire un festival où les enfants vont se mettre devant le public et lire et comprendre et tout ça. Alors, c'est des très belles propositions. Abdourahmane, monsieur le prof, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui pour qu'on lise, pour qu'on réapprenne à lire? Justement, pour pouvoir lire cinéma sénégalais, on va revenir sur ça tout à l'heure, mais je veux juste avoir un ou deux petits conseils sur comment réinitialiser ou comment réapprendre à lire aujourd'hui. Ouais, il faut que les adultes lisent. Il faut que les parents lisent pour leurs enfants. Il faut que le livre revienne à sa place dans la maison. Maintenant, voilà, est-ce qu'il sera un livre physique ou est-ce qu'il sera un livre numérique? Voilà, il faut être de son temps, comme parce disait. Que c'est différent entre lire un livre qu'on a entre les mains et avoir son téléphone et défiler pour lire. Pour moi, ce n'est plus de la lecture. Ce n'est pas, en tout cas, moi, comment je le prends. Quand je n'ai pas de livre entre les mains, pour moi, je ne lis pas. Oui, c'est une question d'époque. Il faut être de son temps, de son époque, comme disait Memouna. Et il faut aimer la lecture aussi. Il faut aimer la lecture. On ne lit plus de la même manière. Il faut accepter qu'on ne lira plus de la même manière. Il faudra accepter qu'on ne s'habillera plus de la même manière. Il faudra accepter aussi qu'on ne fera pas du cinéma de la même manière, ce qui ne semble pas convaincre notre invité. Parce que justement, dans son livre, il s'interroge sur la place du numérique dans le cinéma. Venons-en. Et le numérique semble soulever chez lui plus d'inquiétude que d'approbation. Et voilà, il y voit peut-être, j'allais dire, si le mot n'est pas trop fort, comme une sorte de déclin du cinéma sénégalais. Dakar qui a été un des pôles attractifs du cinéma. Et il ne semble pas tout à fait bien accueillir l'arrivée du numérique avec cette massification des cinéastes et des films un peu, voilà, qu'il ne voit pas d'un très bon œil, de son œil d'ancien. Je voudrais revenir un petit peu en arrière sur l'œuvre de M. Diop, sur sa culture avec les enfants. Oui, allez-y. J'ai fait un film, mon premier film c'est sur les enfants en 1980. Sur les talibés en particulier en plus. Moi je pense qu'il ne faut pas biaiser le sujet. Les enfants ont droit à l'éducation. Et les enfants ne viennent pas au monde tout seuls. C'est vrai. Les responsables, c'est les parents. Donc n'essayons pas de faire des enfants un gagne-pain. L'exploitation des enfants, il faut qu'il y ait une politique de rigueur, de répression. Il y a certains pays où on enlève l'enfant, on le prend en garde parce que les parents sont défaillants. Soit ils sont toxicomanes ou bien ils ont des mauvaises mœurs. On retire l'enfant des parents pour les éduquer ailleurs avec l'État. C'est à l'État de prendre ses responsabilités. On ne nous divertit pas avec des histoires de marabouts et les écoles coraniques. Non, ce n'est pas le débat. Le débat n'est pas là. La responsabilité, c'est les parents et nos gouvernants. Il faut prendre des décisions. Des enfants qui traînent dans la rue,
pour quémander longueur de journée, ce n'est pas des enfants qui sont à l'école coranique. C'est des enfants que l'on exploite. Ils sont exploités par des adultes. Ce sont ces adultes-là qu'il faut traquer. Et non se baser sur un discours assez laconique, Dara, machin, tout ça. Et même les maintenant chefs de Dara ou les enseignants coraniques en font un gagne-pain en se formant en association de Dara, machin, pour avoir des visites. Le débat n'est pas là. Le débat, c'est dans la rue. Oui. Les enfants viennent des parents. C'est la répression aux parents qui laissent les enfants dans les rues. Il faut que les parents reprennent leur... Mon interrogation avec les cinémas sénégalais. Le dernier film sur écran, c'est presque Sembène encore, c'est avec Moladé, Kandé Thiaroye pour les chanceux, qui ont vu un film de sénégalais à l'écran. À l'écran, je veux dire, dans des salles de cinéma. En 2000, tous les films que nous avons eus, peut-être, c'est l'avènement du numérique. Mais le numérique a un peu sabordé le cinéma sénégalais. Parce que autant la technologie est innovante, autant on a beaucoup de possibilités avec le numérique, mais c'est la formation qui laisse à désirer. Et en 2000, on a éclipsé un phénomène. C'est Moussa Touré avec La Pirogue. C'est un film que les Sénégalais n'ont pas eu la chance d'avoir sur écran. C'est un film techniquement osé, qui a été une innovation pour le cinéma africain, de sa technicité, de sa mise en scène et du sujet qui était d'actualité, l'immigration. Et c'est passé inaperçu. Il a été primé, c'est passé inaperçu. Il a été une relève du cinéma sénégalais, le cinéma que je peux prendre en référence depuis Méliès, depuis les Frères Lumière, jusqu'à Sembène Ousmane, jusqu'à Momar Thiam et autres, pour arriver à ce jeune cinéaste-là qui a fait des prouesses avec La Pirogue. Et c'est passé inaperçu au Sénégal à cause manque de salles de cinéma. Selon vous, c'est parce qu'on n'a plus de salles de cinéma? Parce qu'on n'avait plus de salles de cinéma. Parce qu'il y avait une génération de 30 ans qui ne connaissait même pas ce que c'est une salle de cinéma. Les salles de cinéma ont été bradées depuis 1990. Voilà, c'était le mal du cinéma sénégalais. Le numérique est venu en 2000, 2007, surtout 2010. Il y a plus de cinéastes numériques. Moi, j'ai répertorié 60 cinéastes qui ont fait des films avec des appareils numériques, qui se disent cinéastes. Tout simplement parce qu'on a élaboré un code de l'industrie cinématographique qu'on a déposé depuis 1990, qui a mis 15 années jusqu'en 2004 pour être adopté par le président Wade et ratifié par l'actuel président qui était Premier ministre à l'époque, en 2004. Et dans ce code de l'industrie cinématographique, évidemment, on était visionnaire, on avait intégré l'audiovisuel. Et c'est à partir de 2000 que les cinéastes audiovisuels ont intégré l'association des cinéastes et le cinéma en particulier. Sinon, même au FESPACO, l'audiovisuel n'était pas admis. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il est possible de ramener les salles de cinéma? Est-ce que... On essaie. Il y a des tentations. Oui, mais le mal était énorme. Sur 120 salles de cinéma au Sénégal, parce que moi, j'ai quand même eu à distribuer mon film, un autre film, sur les écrans sénégalais et mauritaniens. Je connaissais très bien le patrimoine cinématographique en salle du Sénégal. Je le connaissais bien parce que quand on a pécuniairement à suivre son film, on se doit de savoir quelle salle de cinéma existe à Bambey ou à Khombol. Donc, je connais exactement le patrimoine de salles de cinéma sénégalais. Aujourd'hui, il n'y en a plus. On a tout bradé en salle commerciale, en centre commercial. En fait, c'est pour ça que ça, c'est une de volonté politique. C'est-à-dire on fait des trucs à demi-mesure ou à compte-gouttes. Depuis l'indépendance, le cinéma sénégalais, en parlant de l'économie du cinéma sénégalais, ce n'est pas l'économie seulement des cinéastes et leurs films, c'est avec l'économie aussi des gouvernements sur le cinéma sénégalais. C'est-à-dire l'apport de nos gouvernants sur le cinéma sénégalais. Depuis les indépendances, c'est à compte-gouttes, c'est-à-dire on ne fait jamais les choses pérennement. Non. Mais comment expliquer ce paradoxe? Sénégal, un grand pays de cinéma, avec de grands noms, Sembène Ousmane, vous l'avez dit tout à l'heure, etc., mais sans salle de cinéma. Parce que, je vais vous donner un exemple, ils n'y croient pas. Nos dirigeants n'y croient pas à l'art. Ne croient pas à l'art. Je vais vous donner un exemple. Moi, ce livre, je l'ai écrit il y a 1 an.
Ouais. Jour pour jour, c'est 1 an et demi, en février de l'année dernière que ce livre est sorti. J'avais des interrogations à se poser. Aujourd'hui, j'ai constaté, parce que ça fait 1 an de réflexion aussi, que j'ai constaté que nos dirigeants ne croient pas. Mais il y a 2 milliards dans le FOPICA. Oui, ça ne veut rien dire. Je vais vous dire. Je vais expliquer. C'est-à-dire, au moment où je faisais ce livre-là, sans savoir, notre président de la République, M. Macky Sall, qui a bien voulu alimenter le fonds cinématographe de 1 milliard par an depuis 2013, déclaré l'année 2017 année culturelle. Ouais. Mais cette année culturelle qu'on a passée là, c'est l'image des ministres de la culture qui l'ont dirigée. Qu'est-ce que vous avez vu en 2017 de culturel? Rien du tout. Rien du tout. Ça a Alors, justement, il y a Aïssatou qui veut intervenir sur ça. Est-ce que c'est vrai que l'année 2017, qui a été décrétée année culturelle, est passée sans identité culturelle? Je ne crois pas, je ne suis pas d'accord avec mon aîné Mac Maguette, parce qu'il y a eu beaucoup d'initiatives de la part d'associations, de structures culturelles qui se sont regroupées, soit ou individuellement, pour organiser des festivals de cinéma ou pour participer au développement des cultures urbaines ou pour participer au développement des arts visuels. Donc il y a eu beaucoup d'initiatives et l'État a compris cela et a mis en place un fonds disponible à la direction des arts et a lancé un appel à candidature pour que les artistes ou les structures culturelles puissent soumettre leur candidature et bénéficier d'un appui financier de la part du ministère de la Culture. Donc c'est grâce à l'initiative des uns et des autres pendant l'année 2017 que ce fonds est disponible pour les artistes et les structures culturelles. Donc je confirme qu'il y a eu une année culturelle, même si ce n'est pas ce qu'on attendait de cette année. On n'a pas vu vraiment, même l'État n'a pas vraiment mis mais dans la patte comme on le voulait, mais quelque chose a été fait. Alors, ce que je dis là, oui, je l'ai vécu parce que quand on a déclaré l'année 2017 année culturelle, notre ministre de la Culture a réuni tous les départements de la culture au Grand Théâtre. J'étais là-bas. Et quand on réunit tous les artistes, les acteurs culturels au Grand Théâtre pour leur imposer un calendrier, je dis c'est pas comme ça. C'est aux acteurs culturels qui doivent donner le calendrier. Excusez-moi. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire l'échec dès le départ, c'était fait. Quand ton ministère vient au Grand Théâtre en disant que voilà ma feuille de route, moi je dis ça capote parce que c'est aux associations culturelles et aux acteurs culturels qu'il fallait demander d'abord leur avis sur cette année pour qu'ils fassent des propositions et que maintenant le ministre essaie de délaguer ses propositions. C'est comme ça que ça se passe. C'est ce qu'ils ont compris, c'est pourquoi ils ont mis en place ce fonds pour permettre aux artistes et aux structures culturelles de se préparer et de venir soumettre leur candidature. Et je crois que ce n'est pas seulement en 2017, mais en 2018 et 2019, le projet va se solidifier. Carrefour des Arts sert aussi à ça. Nous mettons en relation des acteurs des arts. Aïssatou, qui est une médiatrice culturelle, sûrement discutera à bâton rompu, hein, mais c'est objectif et c'est positif avec Mag Maguette Diop, cinéaste, et je pense que Mag Maguette est le secrétaire, tu me corrigeras, Abdourahmane, secrétaire général d'une association de cinéastes. Des cinéastes sénégalais. Ouais. Des cinéastes sénégalais. Qui va fêter ses 50 ans cette année 1968. Oui, 68, oui. Donc c'est votre année, vous, culturelle, donc. Moi, je pense que vous devriez vous rapprocher justement de notre invité du mois, Aïssatou. Non, le débat, il est posé. Là, le débat, justement. Non. Alors, Alors, débattons, comme on dit. On va débattre, mais au moins, le débat est lancé. Il faut et on dire les sait choses où le bas telles blesse. qu'elles sont dans ce pays. Moi, ça fait 40 ans que je fais du militantisme avec mon cinéma. Oui. Je fais mes films. Tout à l'heure, Abdourahmane disait qu'il a fait le contraire de Saint-Ben. Saint-Ben, à un moment donné, a écrit des romans. Et puis, à un moment donné, il se dit, avec les indépendances et avec l'image, je pourrais m'adresser à mon peuple mieux qu'avec l'image. Donc, il a fait du cinéma. D'accord.
moi, j'ai commencé à faire du cinéma. J'ai vu que tous les 10 ans, il fallait faire un film, tous les 15 ans au Sénégal. Et j'arrive, la soixantaine, que tous mes amis sont partis, ils m'ont laissé là. Je me dis, écoutez, la plume coûte moins cher. Comme j'écris souvent des scénarios qui ne sont pas produits, il vaut mieux dire ce que j'ai dit avec le livre en attendant de faire des films. D'accord. Voilà. Parce que moi, je n'ai pas l'habitude de semer dans mon métier. Je suis photographe, je suis technicien. J'ai fait dans la photo ce que personne n'a fait ici au Sénégal, parce que je suis la première personne à faire la photo industrielle au Sénégal ici, avec les grands formats, les posters, en 1976. La première photo en couleur, grand format dans ce pays-là, à part celui du président Senghor fait par Renaudot, c'est moi qui l'ai fait. D'accord, on en découvre des choses. Voilà. Donc j'ai plusieurs casquettes. Oui, Et l'audiovisuel et le cinéma, je l'ai fait aussi parce que j'ai fait le conservatoire à Paris. J'ai fait la publicité à Paris avant de venir au Sénégal. D'accord. Donc je sais vendre un produit avec l'image. Donc, de la même manière que je peux vendre un produit avec l'image, donc je peux vendre mon cinéma avec ma plume, mon cinéma et ma langue. Mais concrètement, qu'est-ce que vous proposez comme solution pour redynamiser, relancer, refaire vivre le cinéma sénégalais? Le cinéma sénégalais, le cinéma de Sembène et autres que nous avons connus, c'est avec la formation, c'est-à-dire le cinéma d'aujourd'hui, les gens ne sont pas formés. Monsieur Diop, je ne vous interromps pas, mais juste une question. Est-ce qu'on ne peut pas se demander aussi que, quelque part, par moment, n'êtes-vous pas un peu nostalgique? Un peu nostalgique. Non, je viens de vous dire qu'en 2010, on a eu une surprise de taille avec le film de Moussa Touré, avec la pirogue. Et 5 ans après, il y a eu les talons de Yananga avec Alain Gomis. Ces deux jeunes générations de la génération de la pellicule, ils ont ça incite à l'optimisme. Oui. Ça veut dire qu'il y a une bonne graine qui est là. C'est une bonne graine, mais seulement dans ce lot-là, quand je vous dis que de 1960 jusqu'en 2000, on n'était que 30 cinéastes. Et qu'en 2010, quand j'ai répertorié les jeunes cinéastes avec leurs petits films là de 2 minutes et de 15 ils sont 60. Sans compter. C'est bien. Ils sont 60. Mais manque la formation. La formation n'y est pas. La formation n'y est pas parce que quand on ne peut pas faire un storyboard pour un petit film, ni un découpage technique pour un long métrage, on ne peut pas faire un devis de film. Si on ne peut pas faire le découpage d'un film, on ne peut pas faire un devis. Et on peut se mettre le doigt dans l'œil. Non, je parle du mal du cinéma sénégalais aujourd'hui. On a pas mal de jeunes cinéastes qui ne peuvent pas faire le devis de leur film. Et qui sont responsables de l'échec de leur film parce qu'ils ne sont pas évalués. On va justement. Je voudrais revenir à on va parler de la formation. Oui, je voulais parler de la formation. Est-ce que Mag Maguette Diop, c'est l'arbre qui cache la forêt. L'arbre qui cache la forêt. Il faut dire le mal. On va parler de la formation. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des diplômes qui sont décernés aux cinéastes? Est-ce qu'il y a des critères sur lesquels on se base pour dire que, voilà, vous êtes cinéaste? Comment ça se passe? En ce moment, la direction de la cinématographie, il y a 2 ans de cela, je crois, a commencé à livrer des cartes professionnelles aux techniciens et aux réalisateurs du cinéma, soit de l'audiovisuel. Différence que je ne fais jamais entre l'audiovisuel et le cinéma, bien sûr. Je voudrais revenir à la formation pour dire que je crois que les jeunes sont en train de se former. Ils veulent connaître, ils veulent savoir, ils veulent apprendre. Ils aiment déjà, ils ont la passion. Ils ont la passion. Et il y a une initiative à saluer de notre feu Abdelaziz Boy, qui a beaucoup fait pour le cinéma, pour les jeunes au Sénégal. Parce que je n'aime pas parler de cinéma sénégalais. Point d'interrogation. Avant cinéma sénégalais, point d'interrogation. Donc ces jeunes-là, ils ont eu des prix. Même si c'est de petits films, ils ont fait un film. L'important, c'est de faire des films. Et avec le temps, on commence et on comprend, on apprend. On se parfait. Donc, pour revenir à la question de ce patrimoine cinématographique au Sénégal, c'est aussi un autre point d'interrogation. Parce qu'on ne sait pas
si ces films sont des films sénégalais, puisqu'on ne sait pas si la majorité de la production est sénégalaise. Parce que pour qu'un film soit un film sénégalais, il faut que la production majoritaire soit sénégalaise. Et malheureusement, nos premiers cinéastes, nos stars, Ousmane Sembène et tout, on perd leurs films, on n'arrive pas à avoir accès à leurs films. On a besoin de regarder ces films. Pour les regarder, il faut aller sur YouTube, voir une version qui n'est pas de bonne qualité, sinon courir derrière d'autres personnes qui ne sont pas d'origine sénégalaise. Donc c'est bien de dire que le cinéma sénégalais n'est pas mort, parce qu'en ce moment, la génération d'Alain Gomis nous ont gratifié de produire leurs films majoritairement sénégalais. C'est pourquoi Félicité peut être considéré comme un film sénégalais, parce qu'il y a Sénécap qui a mis la main à la pâte. Donc c'est très bien de féliciter la nouvelle génération, et je vous invite au dialogue avec la nouvelle génération de cinéastes. Alors, je voudrais poser une question à Salam. Vous alliez au cinéma avant, dans les salles de cinéma? On partait à Paris, il y avait des cinémas à Paris. Vous préférez quoi aujourd'hui, entre aller en salle de cinéma pour regarder un film ou rester tranquillement, bien au chaud au salon? Avant, tu partais au cinéma avec ton papa. Moi, mon père, quand il était préfet de Dakar en 1966, nous prenait nous tous, nous amenait au cinéma. Mercredi, cinéma. Oui. Samedi, cinéma. Le Coran, après le Coran, parce qu'il y a... Attends, tu fais le Coran à 15h, parce qu'il y a le bête coranique qui va venir. D'accord. Tu es malade, tu n'es pas malade, tu vas apprendre le Coran. Jusqu'à 17h, après tu vas au cinéma juste... Mais là, il n'y a plus ça. Il y a une grande différence entre dire qu'il n'y a pas de salle de cinéma et dire qu'il n'y a plus de cinéma. Je pense que le fossé est grand. Et pour clôturer, ce que je voulais dire, c'est que le monde bouge, et quand il bouge, il faut bouger avec. Et quand je le dis, c'est de juste donner une petite anecdote, parce que là, nous parlons d'outils, nous parlons de support, nous parlons de tout ce qui va avec cet art, ce 7e art. L'anecdote ou bien l'exemple que je voudrais donner, c'est juste comme me dire pour aller à la Mecque, maintenant nous prenons l'avion pour aller faire le pèlerinage. Est-ce que nous allons dire que non, moi je ne vais pas prendre l'avion, je préfère prendre les pieds, ou bien prendre un cheval, ou bien prendre le bateau, comme on le faisait dans les années 40 ou bien dans les années 50. C'est ça? Oui. Voilà. Alors, merci pour cette intervention, Maïmouna. Justement, j'allais te demander où est-ce qu'en est Mahone avant qu'on ne fasse un dernier tour, parce que l'émission tire déjà à sa fin. Alors, depuis tout à l'heure, nous parlions d'héritage. Avec un point d'interrogation, un héritage voilà, qui n'a pas été apparemment bien assumé, bien repris, comme le disait Abdourahmane. C'est tout le contraire ici, chez la famille Diop, où cet art ancestral est gardé jalousement, et l'œuvre est, je pense, prête. Et Mahone, alors, vous avez presque fini, je pense. J'ai matérialisé les deux enfants sans habit. C'est pour montrer qu'il n'y a pas de différence entre ces deux enfants. L'autre, il a une chance d'avoir une éducation, mais l'autre qui n'a pas une chance d'aller à l'école. De montrer aussi ces deux enfants qu'il n'y a pas de différence. J'ai matérialisé 2 pièces de monnaie sur le moyen talibé, je peux l'appeler, pour me rappeler aussi une anecdote qu'un talibé m'avait posé une question. Tonton, vous avez 100 francs? Et je me suis dit, 100 francs, pourquoi? Et pourquoi il a précisé 100 francs? Il m'a dit pour compléter les 700 francs qu'il donnait, doit faire, parce que chaque enfant doit donner au marabout 700 francs par jour. Donc, le marabout, s'il a 20 talibés, 700 francs, ça fait 14 000. Et le mois, c'est 420 000. L'année, ça fait 5 millions. Là, c'est une vraie industrie. Apparemment, oui. Pour un gars qui ne fout rien, qui est à la maison à côté de sa femme, et envoie ses enfants innocents pour traverser les rues qui sont face au danger avec actuellement tout ce qui se passe à Dakar avec le sacrifice des enfants et tout. Le message est clair. Très clair. Et là, je le disais tout à l'heure en riant, c'est vraiment une industrie. Pour qui cherche une industrie, je pense que c'en est une. Et il faut mener le plaidoyer, je pense, mener le combat, parce que ces enfants ont droit à l'éducation. Et leur place, ce n'est pas la rue, mais c'est plutôt
dans les écoles. Voilà, Karine, ce qu'on avait à vous présenter sur le plateau Art et Culture, dans ce numéro du Carrefour des Arts. Voilà, donc je ne sais pas si je dois clôturer. On va le faire. On va le faire juste après avoir écouté un autre morceau avec Mamie Cruz. My little love, I feel good, the Milano. I feel good, I feel fine, Mandama love. Dohan gama, majapunga may wo telephone anytime. Mirlo ngama, banyak xam ne xol bi yaay borom. Bëgg naa la lool, baby bul ma foowe waay. Mir naa si yow, bul nangu ku ñu reetaan waay. Aduna ak li ci biir, baby soxlaw ma ko. Sa xol bi la soxla waaw, baby foo may jëleete, bul bëgg naa la lool, bul ma foowe waay. Soo ma noo bul ma naa, bëgg naa la lool, bul ma foowe waay. Soo ma noo bul ma naa, dem naa ba xam ne noo buloo ma. Dem naa ba xam ne noo buloo ma. My little love, I feel good, dama la nopp. I feel good, I feel fine, ndax dama la nopp. Bëggeelu yërmande ma tax a jóg man waaw. Bëggeelu love moo ma tax a jóg man waaw. Bëggeelu caaxaan taxu ma jóg, bëggeelu fo taxu ma jóg, bëggeelu yërmande ma tax a jóg man. Bëggeelu njaboot waaw. Bëggeelu love moo ma tax a jóg man waaw. Vous n'êtes pas tombé sous le charme de Mamie Cruz? Depuis longtemps. Depuis longtemps, heureusement. Le titre c'est Boule ma fouet, je joue pas avec mes sentiments. Ah. C'est pourquoi j'ai ajouté les textes de Carlou D. Oui, on a reconnu et la mélodie. Ouais. Il chante bien lui aussi. Et j'ai vu que vous avez repris quelques chansons de Carlou D, effectivement, et d'autres artistes. C'est parce que vous avez un peu le même style ou vous aimez juste ce qu'il fait? J'aime ce qu'il fait. D'accord. D'accord. Alors, on aura un dernier morceau tout à l'heure pour clôturer l'émission. Ben oui, mesdames, messieurs, cette émission qui est tournée ici au Village des Arts, à la galerie Léopold Sédar Senghor, va prendre fin. Juste avant, nous allons permettre à tous les plateaux de clôturer. On va commencer par Abdourahmane, le plateau littérature. Oui, on va clôturer provisoirement. Le débat va se poursuivre. Je pense que... J'espère qu'il n'est pas fâché. Hein? Non, aujourd'hui, je pense qu'il a été mis sur le carrefour des arts. C'est un cri du cœur, oui. Un cri du cœur, mais une question aussi extrêmement importante, c'est de façon générale. Et il est heureux d'avoir ici un des métiers émergents de la culture, si j'ose dire, qui est la médiation, parce qu'il se pose fondamentalement la question de la formation. Comment devient-on artiste? Peut-on devenir artiste par héritage? Peut-on devenir artiste par passion, volonté, la passion de s'auto-former, comme notre musicienne qui s'est formée, Mamie Cruz, qui s'est formée sur YouTube? Ou bien est-ce que peut-on se reconvertir artiste après avoir exercé un autre métier et se former sur le tas comme notre styliste, etc. Ou bien aller suivre le chemin classique du conservatoire, devenir
cinéastes comme notre doyen Mag Maguette. Mais je pense que la légitimité de l'artiste est de faire du beau, surtout dans le fait de faire du beau, ou surtout d'être le miroir de sa société, à l'image de ces miroirs qui nous regardent aujourd'hui, comme l'a traduit si bien Mahone, en prenant en charge une considération, en tout cas une préoccupation de son époque. L'artiste doit être un artiste de son époque, quel que soit l'outil. Je ne sais pas si mon invité sera d'accord, mais moi, c'est mon mot de la fin. Voilà. Merci. Il va nous dire au revoir. Je vais conclure aussi, comme j'avais commencé. Le cinéma que nous faisons, que ce soit en numérique ou en pellicule, c'est autant de personnes qui sont présentes dans ce plateau-là, ou sinon plus, sur un plateau de tournage. Il ne faut pas se leurrer. Encore, je parle à la nouvelle génération. On ne fait pas du cinéma avec 3 personnes. Les corps de métier que nous avons répertoriés, qui sont dans le code de l'industrie cinématographique, et dont je suis dans cette commission-là, que je vois tous les jours, c'est une trentaine de métiers, ou même plus avec les nouveaux métiers du numérique. Donc, si on veut faire du cinéma, il faut une formation pour pouvoir diriger tout ce beau monde. Donc, ce cri du cœur que j'ai voulu mettre sur papier, c'est pour vous prendre à témoin. Parce que le faux pica que nous sommes en train de vivre là, c'est 5 milliards pendant 5 ans. Dans 2 ans, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il y aura après? D'accord. Et monsieur, avec les enfants, c'est l'éducation. Quand on jette une pièce par terre, on humilie la personne. Il ne faut pas que notre cinéma soit comme ça. C'est ma conclusion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mag Maguette. Nous allons donc laisser la parole au plateau stylisme, mode et stylisme plutôt, avec Fatma. Merci de nous avoir ramené Salam qui nous a vraiment présenté de très belles tenues. Oui, d'ailleurs, qui ne sont pas encore terminées. On va en voir encore pendant que vous dites au revoir. Le dernier passage des mannequins. Ok. Et donc, Salam, j'aimerais savoir, c'est quoi votre dernier mot par rapport au stylisme au Sénégal aujourd'hui? Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut qu'on travaille, qu'on le prenne au sérieux, qu'on met de la qualité sur le travail et les rendez-vous qu'on le respecte. C'est-à-dire, c'est le respect, il faut qu'on se respecte déjà. Et tu respectes ton client, la personne qui te donne son argent. Il faut que si tu ne le respectes pas, tu vas nulle part. Et je dis merci pour RTS2. Merci à vous. Merci à toi aussi. Oui, donc merci. Ça fait un plaisir. Ça fait vraiment un grand plaisir. Et on finit avec les tenues de l'été, comme annoncé. Voilà. Et c'est des tenues européennes faites au Sénégal. Et du sur-mesure. Oui, du sur-mesure. Mais merci, Salam. Merci à vous, Fatma. Donc, je rappelle que je suis habillée par Abdou Salam Ndiaye, qui est styliste. Alors, il est au 481 24 24. D'accord, d'accord. Encore merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette émission, Salam. Et encore merci pour toutes ces tenues, ces belles tenues présentées. Merci à vous de vous remercier. Merci. Alors, Maïmouna, plateau art et culture. J'ai été très ravie de partager encore une fois ce plateau avec vous. Donc, nous remercions Mahone qui a vraiment accepté de venir partager avec nous toute l'expérience qu'il a eue à emmagasiner à travers ce LEC. Nous remercions également les téléspectateurs qui ont été scotchés donc, depuis le début de l'émission. Remerciements également, Karine. Oui. On a beaucoup parlé aujourd'hui de mode, de couture, de stylisme. Donc moi, je suis dans le consommé local. Je suis dans le consommé sénégalais. Donc je remercie Rafet Couture, Madame Jack Bijungone. Donc c'est elle qui m'a habillée ce soir. Donc elle est au 77 150 73 97 ou bien 77 303 42 42. Et son atelier se trouve au niveau des HLM en face de Cœur Seydi Djamil. Merci Karine. Merci à toi Maïmouna. Merci pour cette belle performance. Merci pour cette œuvre qu'on découvre tous ensemble. C'est comme ça se passe comme ça dans Carrefour des Arts. On découvre, on apprend. On a eu un débat très enrichi avec Aïssatou Diop.
médiatrice culturelle, c'est le titre, mais il y a plein de choses derrière. On n'a même pas eu le temps de parler de tout, mais je pense que l'essentiel a été dit et la suite pourra se faire. Merci d'avoir été là, Aïssatou. Hein. Votre dernier mot? Merci. Juste pour vous dire que ce n'est pas les casquettes ou les titres qui sont importants. Oui. Il y a plus important que ça. C'est ce qui est derrière tout ça, toutes ces casquettes, tous ces titres. Et c'est juste pour revenir à la question de l'éducation, pour dire que parfois, il y a d'autres méthodes pour apprendre, d'autres méthodes pour avoir de la connaissance. Il faut juste se défaire de ces stéréotypes rattachés à la connaissance qu'on doit aller arracher à l'université ou à l'école. Il y a nos écoles alternatives, il y a nos trésors humains vivants comme tonton Maguette, qu'on doit avoir avec nous, qu'on doit poser des questions, avec qui on doit dialoguer pour comprendre le cinéma, pour apprendre le cinéma. On n'a pas besoin d'aller à l'université parce que si on a quelqu'un qui vient du conservatoire, on peut avoir la connaissance provenant d'un conservatoire. C'est un professeur. Oui, c'est un professeur. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité sur ce plateau. Je remercie la RTS2. Je remercie aussi tous les chroniqueurs, je ne sais pas, les responsables de plateau, de chaque plateau, qui ont enrichi ensemble ce carrefour des arts et des cultures. Donc, il faut juste se poser des questions au sortir de ce plateau. C'est de savoir où en est-on avec la formation. Doit-on aller à l'école pour apprendre ou doit-on se rapprocher de nos trésors humains vivants pour apprendre? Merci. Alors, c'est le point d'interrogation qui revient. On repart avec des questions, on reviendra avec des réponses. Ce sera probablement dans les prochains numéros de Carrefour des Arts. Nous allons terminer avec Mamie Cruz. Mamie Cruz qui va nous offrir un dernier morceau. C'est lequel, Mamie? Only You. Only You. Oui. Aujourd'hui, c'est l'amour. Alors, il n'y a que vous, chers téléspectateurs. Nous faisons tout pour être encore plus proches de vous. C'est la RTS2. Carrefour des Arts reviendra le mois prochain avec d'autres invités, mais toujours avec nos chers chroniqueurs, Maïmouna Abdourahmane Fatma. Nous aurons un invité du mois, nous aurons un autre artiste, d'autres performances. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro. Faisons place à Mamie Cruz pour la fin. Open the door and let's count the sunshine. Call my name if you love me by your side. Yai summer jantu, be my letter. You are my sunshine, yai ki letter summer face. Only you in my life. Yo yai first did you so my heart. Only you in my life. Yo, I first did you so my head. Yo, la love, 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 love. Yo, la love, 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 love. You are my sunshine. Only you in my life. Hey, yeah. Lead on to my dream, more deaf my queen. Sayo magogi said amazing. He is my king, realize my dream. Sakhlaw my cannon boy, just my team. Momo may frame me, frame my cap putak man masinye. He is my king, my summer baby boo. Realize my dream. Man mom la burger, magera da gonyo yosima. Aha, aha, magera da gonyo yosima. Ah, na na na. Jana dugo chisuma khel, yak samay khalat. Sudulwan yo, man fuma jao, kon dagul boy yosima. Nakdam la love, 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 love. Love, 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 love. Only you in my life. Yo, I first did you so my hair. Only you in my life. Yo, I first did you so my heart. Magila dago nyo yo simba. Ah, ah,
mbëggeel a tàggu ñëw wuyu si ma ana naaw